Chaque jour, ils construisent le Web3 selon leur vision et leurs convictions. Dans Behind the Chain, des builders passionnés vous partagent leurs expériences et leurs conseils pour réussir, vous aussi, dans le Web3. Je suis Romain Milon, j'aide les projets Web3 à recruter et à fidéliser les meilleurs talents du secteur. Pour m'aider à propulser le podcast, pensez à vous abonner et à en parler à 2 personnes autour de vous. Bonne écoute! Avant ce nouvel épisode, je tenais à vous préciser que nous ne donnons pas de conseils en investissement financier dans ce podcast. Je vous rappelle aussi que tout investissement dans les cryptoactifs et les NFT comporte des risques et peut entraîner des pertes en capital. Soyez prudents et faites toujours vos propres recherches. Bonjour à tous, bienvenue dans ce nouvel épisode de Behind the Chain, j'espère que vous êtes en pleine forme. Aujourd'hui, je reçois William Bailey, il est cofondateur et CEO de Bolero. Comment tu vas, William ? Bonjour Romain, bonjour à toutes et à tous, à celles et ceux qui nous écoutent. Merci de me recevoir, Romain. Écoute, avec grand plaisir, merci à toi d'avoir accepté l'invitation pour qu'on puisse parler de ton parcours et bien entendu de Bolero. Alors comme tu le sais, dans Behind the Chain, on commence tout de suite dans le vif du sujet. Est-ce que tu peux me présenter le début de ton parcours pro ? Ouais, bien sûr, avec plaisir. Écoute, alors au moment où je te parle, nous sommes début juillet 2024. Écoute, avant d'arriver dans Bolero, maintenant ça fait un peu plus de 3 ans. Moi, pour ma part, j'ai été product manager pendant presque 4 ans dans une startup de traitement du langage naturel qui s'appelait Smartly.ai. Donc concrètement, mon rôle, c'était de designer et déployer un SaaS qui permettait à des grands comptes et à des marques d'ajouter du traitement du langage naturel dans leur relation client. Donc j'ai fait ça pendant presque 4 ans. Et en parallèle, sur la fin de mes études, j'ai fait un master en innovation et technologie à la Sorbonne, à Paris 1. Et au travers de ce master-là, j'ai notamment écrit un mémoire de recherche qui avait pour sujet la blockchain et l'économie de partage. Et donc l'idée, c'était de voir si le fait de tokeniser des actifs pouvait améliorer la circulation de la valeur, donc le value flow, dans les économies de partage, peu importe leur nature ou peu importe leur localisation géographique. Donc voilà, j'ai fait ça et puis finalement, lorsque j'étais product manager, à l'issue du premier confinement, j'ai commencé à me poser pas mal de questions. J'avais des amis qui étaient dans la musique, donc ça m'a permis de découvrir et de comprendre de manière assez omnisciente cette industrie et en fait j'ai très vite fait un parallèle entre la blockchain et la musique puisque en fait je me suis rendu compte qu'il y avait parfois un problème de redistribution de la valeur, il y avait parfois un problème de traçabilité et en fait la blockchain en tant qu'outil venait apporter énormément de solutions aux problèmes existants, que ce soit pour les artistes-interprètes mais aussi pour les producteurs, les éditeurs, les compositeurs, donc en bref toutes les parties prenantes qui sont derrière les créations musicales. Donc j'ai finalement quitté mon job de product manager en septembre 2020. Je suis parti faire le Wagon, qui est un bootcamp situé à Paris, mais aussi dans plein d'autres villes, qui permet d'apprendre les bases du développement web en à peu près 2 mois. Donc j'ai fait ça, et c'est au Wagon que j'ai rencontré Arthur, qui est aujourd'hui cofondateur et CTO de Bolero. Et on a commencé à travailler sur une solution blockchain pour l'industrie musicale en décembre 2020. En février 2021, Bolero était né. Et puis après, on s'est lancé vraiment dans la création d'une infrastructure qui permettrait à n'importe quel créateur de venir partager ses revenus futurs sur sa propriété intellectuelle et du coup, en phase, démocratiser auprès des investisseurs, mais aussi des passionnés de musique, démocratiser une nouvelle classe d'actifs qui est assez fascinante puisque pas du tout démocratisée pour le moment et pourtant hyper intéressante. Écoute, merci pour cette intro hyper synthétique parce que tu as déjà parlé de beaucoup de choses. Je te propose qu'on revienne sur quelques points. Ce qui m'intéresserait de savoir, c'est qu'est-ce qui fait que tu vois dès ton Master 2 et le mémoire que tu as rédigé à cette époque, tu t'es dit tiens, je vais le faire sur la tokenisation. Est-ce que vous avez eu des cours déjà sur la blockchain ? Est-ce que tu avais un intérêt perso ? Tu étais déjà investisseur en crypto ? Voilà, est-ce que tu peux revenir sur ce point qui est important, je pense, dans ton parcours ? Ouais, écoute, c'est une super question. Pour le coup, non, on n'a pas eu de cours dessus. C'était en 2019, hein, donc à cette époque-là, il n'y avait pas vraiment encore d'intégration académique de cette technologie, à part si tu étais ingénieur de formation, tu vois. Donc non, c'était vraiment issu d'une curiosité personnelle. Ça faisait quelques années déjà qu'effectivement j'investissais un petit peu dans les cryptos. Mais en fait, si tu veux, j'avais une thèse d'investissement qui était très simple, c'est qu'elle était complètement basée sur la tech. Et en fait, j'investissais pas. Tu vois, typiquement,
Je n'ai jamais investi dans des meme coins ou dans les Doge, les Shiba et tous ces trucs-là à l'époque. J'investissais essentiellement dans des protocoles et j'avais vraiment une approche infra. Et donc c'est ça qui a éveillé ma curiosité. Et lorsqu'il a été question d'écrire un mémoire de recherche, je me suis dit, attendez, projetons-nous. Qu'est-ce qui peut se passer si en fait demain cette technologie est adoptée? Qu'est-ce que ça va changer dans le quotidien des travailleurs, dans le quotidien des chefs d'entreprise? Comment est-ce qu'on peut finalement prototyper ça et le projeter? Donc voilà, donc c'est venu de là. Et puis après, concrètement, hein, pour écrire mon mémoire, j'ai parcouru des dizaines et des dizaines de papiers de chercheurs, mais aussi parfois, tu sais, tout simplement des articles médiums d'entrepreneurs du Web3 qui, alors même si en 2019 on n'appelait pas ça encore le Web3, mais des entrepreneurs du Web3 qui avançaient eux dans leur R&D et dans leur product market fit. Et tout ça, ça m'a permis finalement d'avoir une vision assez macro de où est-ce qu'on en était. Ok, bah écoute, c'est hyper clair. Alors pareil, tu as commencé aussi à nous donner quelques éléments là-dessus sur finalement comment toi tu as fait le lien entre ce sujet de tokenisation et puis l'industrie musicale. Tu as notamment parlé d'une des problématiques dont on entend souvent parler sur ce sujet, c'est le sujet de la redistribution de la valeur dans l'industrie musicale. Est-ce que tu peux nous donner un peu d'éclairage là-dessus et nous dire finalement quelles sont les problématiques qu'il y a par rapport à cette redistribution de valeur dans l'industrie musicale? Bien sûr. Alors, en fait, ce qui est assez passionnant avec l'industrie musicale, c'est que tu peux l'aborder par plusieurs bouts. Nous, tu vois, typiquement, on a décidé de mettre complètement de côté tous les sujets qui sont liés à l'expérience d'écoute, au streaming. C'est vraiment pas là-dedans qu'on va venir apporter de l'innovation. Nous, on a fait le parti pris sur la base d'un constat, qui est le suivant. Aujourd'hui, il y a un petit peu plus de 42 milliards de dollars en valeur de droits musicaux dans le monde, et pourtant, il n'y a pas de marché liquide dédié à cet actif. D'autre part, il y a de plus en plus de transactions sur le marché privé qui concernent des catalogues de droits musicaux, donc de plus en plus de fonds d'investissement, de plus en plus d'entreprises établies du secteur qui viennent en fait acheter ces droits, investir dedans, car ils considèrent que c'est un actif qui a toutes les qualités pour être inscrit à leur bilan pendant plusieurs années. Mais pour autant, il n'y a pas de cadre et souvent les créateurs ne sont pas en fait en position de force dans ces discussions-là. Donc ils sont souvent bien accompagnés, mais il y a deux grands défauts. Le premier, c'est que ils n'ont pas forcément la main sur les éléments de valorisation. Donc c'est plus compliqué pour eux d'aller trouver la juste valeur pour leurs œuvres, pour finalement leur patrimoine, puisqu'à l'échelle d'un artiste, son catalogue, c'est son patrimoine. Et d'autre part, c'est des deals qui sont très lents, parce qu'il y a beaucoup d'audits, de due deal, beaucoup d'allers-retours. Donc parfois, en fait, si un artiste a besoin de liquidité et souhaite utiliser son catalogue pour obtenir cette liquidité, ça peut prendre 12 à 18 mois. Donc sur la base de ces deux constats, on s'est dit, en fait, le fait d'avoir un protocole qui va venir simplifier toute cette démarche, on peut vraiment accélérer la circulation des droits musicaux entre les différentes parties prenantes et donc on peut faire en sorte que les créateurs obtiennent leur liquidité plus rapidement et de manière plus transparente. Donc là je le dis simplement comme ça, mais c'est évidemment un travail de longue haleine. Bolero, ça fait plus de 3 ans que ça existe maintenant, donc on a mis beaucoup de temps à faire de la R&D, aussi bien sur la partie juridique que la partie technique. Mais concrètement, voilà, nous on a décidé de s'attaquer à ça, c'est-à-dire comment est-ce qu'on peut venir mieux monétiser, mieux valoriser les droits musicaux des compositeurs, des producteurs, des artistes interprètes. Et on pense aussi que c'est la clé. Tu sais, si aujourd'hui il y a autant d'investissements dans cette catégorie d'actifs à l'échelle du marché traditionnel, c'est parce que c'est là où se situe la valeur, en fait, la réelle valeur de l'industrie musicale. Alors ce que je te propose avant peut-être qu'on aille sur la partie un peu plus clientèle à laquelle vous vous adressez pour proposer des investissements dans le domaine musical. J'aimerais bien savoir en fait comment toi et ton équipe vous avez fait, tu vois, pour convaincre les artistes, les labels, etc. Je maîtrise pas pleinement, tu vois, comment fonctionne l'industrie musicale, mais j'imagine quoi là, quand on est une jeune start-up et qu'on a envie quand même de disrupter une industrie qui est installée depuis des dizaines et des dizaines d'années, voilà, comment on fait pour convaincre les premiers de venir nous confier leurs droits pour potentiellement les aider à générer plus de revenus ou en tout cas en capter une plus grande partie? Écoute, je dirais que tu as tout à fait raison de souligner ce point-là, puisqu'il a vraiment été clé dans le développement de la boîte, et je pense que c'est clé pour tout entrepreneur ou tout porteur de projet qui essaye d'apporter une innovation. Premier élément de réponse, c'est l'entourage. Donc déjà, le premier point, c'est que dans l'équipe, on est structuré de la manière suivante. On a d'une part des membres de l'équipe qui ont une carrière établie dans l'industrie musicale, donc ils ont plus de 10 ans de carrière
en tant que manager, en tant que exec de label. Enfin, c'est des gens qui ont vu l'industrie de l'intérieur, qui ont constaté les problèmes par eux-mêmes et qui se sont dit, tiens, on va rejoindre Bolero pour les résoudre de l'extérieur. Donc, premièrement, c'est bien s'entourer. Et ces membres d'équipe qui sont internes à Bolero aujourd'hui, qui constituent l'équipe musique, ils sont aussi complétés, enfin leur savoir-faire et leur impact est complété par aussi des advisors et des actionnaires qui, eux, sont issus de l'industrie musicale. Donc, tu vois, on a très vite fait rentrer des profils clés qui nous permettent aujourd'hui d'accéder plus simplement à des compos. On a fait rentrer des profils clés qui, typiquement, savent très bien lire l'actualité de l'industrie et peut-être anticiper certains virages qui sont importants pour nous. Donc, premier élément de réponse, c'est vraiment l'entourage et comment est-ce que, en tant qu'entrepreneur, tu t'entoures et comment tu constitues ton équipe. Deuxième élément de réponse, c'est qui tu vas targeter. Et ça, tu vois que, en fait, tu n'as pas besoin de rentrer dans la complexité de ce qu'est l'industrie et comment ça fonctionne. La réalité, c'est que l'industrie musicale, c'est comme toute industrie. Donc, c'est comme si tu montais une boîte de SaaS ou que tu montais une boîte de hardware ou une boîte de food, peu importe. Quand tu veux essayer de grandir, il faut aller chercher tes premières références qui ont de l'impact. Et c'est grâce à ces références après que tu vas aller trouver d'autres deals parce que tu vas t'appuyer dessus pour être plus convaincant. Donc, nous, ce qu'on a fait, c'est qu'on est d'abord allé voir les artistes qu'on avait segmentés par typologie de business, donc les artistes indépendants, c'est-à-dire ceux qui ont leur label, ceux qui ont leur publishing, et d'autre part des artistes qui en plus d'être indépendants sont assez early adopters. C'est des artistes qui aiment bien la tech, c'est des artistes qui aiment bien les nouveaux outils, qui aiment bien mettre les mains dans le cambouis. Donc sur la base de cette segmentation, on est allé chercher de premiers deals et puis après on s'est appuyé dessus pour grandir, pour gagner en notoriété et pour aussi prouver faire finalement notre preuve de concept, prouver que le business avait du sens. Ok, bah écoute, merci pour ça. Je pense que c'est des conseils voilà, qui seront utiles à tout entrepreneur, forcément. Est-ce que tu peux nous présenter finalement un peu plus en détail maintenant Bolero, tu vois, expliquer peut-être à ceux qui nous écoutent, ben finalement si je deviens investisseur avec les produits que vous proposez, finalement dans quoi j'investis, et puis aussi peut-être dans un deuxième temps, tu vois, nous parler du parcours utilisateur, de dire bah voilà, qu'est-ce qui se passe quand j'arrive sur le site, je crée mon compte et voilà, c'est quoi les prochaines étapes, tu vois, bah, de la création du compte quasiment jusqu'à l'investissement, puis ensuite bah, les premiers revenus, royalties que vous allez toucher, etc. Si tu peux nous parler de tout ça, ce serait top. Bien sûr. Écoute, Bolero, c'est tout simplement une plateforme à travers laquelle tout particulier ou entreprise peut investir dans la musique. Donc, lorsque un nouvel investisseur arrive sur la plateforme, il va tout d'abord découvrir le marché. Donc, il va découvrir toutes les œuvres, donc c'est-à-dire les morceaux, ce qu'on appelle des songshares, qui sont listés sur notre marché. Chaque songshare contient un pourcentage précis de revenus futurs issus de la propriété intellectuelle d'un morceau. Donc par exemple, si tu te balades sur Bolero, tu vas voir par exemple un morceau qui s'appelle Brother, qui a été listé par Riles, qui est un artiste français mais qui chante en anglais et qui est bien connu à l'international. Typiquement, si tu achètes, si tu décides d'investir dans une part, un songshare de Brother, tu vas récupérer 0,03% des droits sous-jacents master de ce morceau. Donc tu peux faire ton marché directement si t'as le nez creux ou si tu t'y connais déjà, ou sinon tu peux aussi constituer ta watchlist. Donc tu peux aller sauvegarder, faire ta watchlist avec les différents morceaux qui sont disponibles sur le marché. Aujourd'hui, il y en a plus de 150 déjà qui sont listés. Et d'ici la fin de l'année, on va passer les 2000 morceaux puisque il y a toujours un petit décalage de temps entre le moment où on a les morceaux en mandat et le moment où on liste les morceaux sur le marché. Donc tu peux très bien aller te balader. Il y a aussi toute une dimension sociale, donc c'est-à-dire que tu vas pouvoir découvrir le profil des autres utilisateurs, voir comment eux ils se sont constitués leur portfolio musical, dans quels actifs ils ont investi, est-ce qu'ils ont revendu, et concrètement quels sont leurs milestones. Donc tu vas aussi pouvoir voir tel investisseur il est très expérimenté dans le rap, tel investisseur est très expérimenté dans l'électro, et donc tu vas pouvoir les follow. Donc si par exemple tu veux prendre un peu ton temps pour appréhender le marché avant d'investir, tu peux follow différents utilisateurs qui te semblent expérimentés et voir un petit peu leur mouvement. Et enfin, au moment où tu es prêt, eh bien, tu peux tout simplement investir soit par carte bleue, soit avec un wallet. Donc, nous, aujourd'hui, il faut savoir qu'on a plus de 78% de nos clients qui sont pas familiers avec le Web3. Donc, c'est pour ça que l'investissement via carte bleue était clé dans le monde du tech. Donc, voilà, tu peux investir soit via carte bleue, soit par portefeuille digital, wallet. Et une fois que tu as finalisé ta transaction, tu vas tout simplement voir dans ton dashboard tous tes actifs musicaux. Et tous les trimestres, du temps que tu détiens ces actifs musicaux, du temps que tu ne les as pas revendus, tu vas percevoir une part proportionnelle des redevances issues, donc c'est-à-dire
une part proportionnelle des performances commerciales qui sont générées par les morceaux dont tu détiens des parts. Et ça, c'est concrètement ce qu'on appelle des royalties issues du publishing ou du master. Donc, il faut savoir qu'il y a à peu près 15 sources de revenus aujourd'hui. Donc, lorsque tu as des parts sur un morceau, tu vas percevoir en fait du revenu qui est issu certes du streaming, et tout le monde y pense, mais il n'y a pas que le streaming. Il y a aussi la radio, il y a aussi les ventes physiques, il y a les diffusions en café, hôtel, restaurant, boîte de nuit. Il y a ce qu'on appelle les synchronisations. Donc, c'est lorsque les morceaux sont placés dans des pubs, des films ou des séries. Tu vas aussi avoir des royalties sur les concerts. Donc, je te donne un exemple tout simple. Si, par exemple, tu investis dans un morceau qui est interprété par Jul, Jul a annoncé un Stade de France et un stade Vélodrome, et s'il interprète ce morceau pendant sa performance, pendant le concert, tu vas toucher des royalties dessus. Donc voilà, une fois que tu as compris ça, tu comprends qu'en fait, un actif musical est intéressant parce que il a une assiette de revenus potentiels qui est très large, et d'autre part parce que, étant donné que l'industrie musicale est en croissance, la lifetime value de tous les morceaux est bien plus haute finalement qu'à l'époque. Donc voilà, aujourd'hui, tu vois, on a un petit peu plus de 12 000 clients enregistrés d'un point de vue B2C, et c'est comme ça qu'ils vivent leur expérience avec Bolero. Et juste avant de te relaisser la parole, je tiens juste à préciser que tout ça n'est pas un conseil en investissement et que toutes les performances passées préjugent pas les performances futures. Donc si vous décidez de rejoindre Bolero, c'est avec grand plaisir, vous êtes tous les bienvenus, mais capital at risque. Merci beaucoup du reminder, en effet. Et puis, bon, voilà, bien entendu, il y a le reminder aussi en début de podcast. Prudence, quand on investit, effectivement, on peut perdre, on peut perdre une partie, voire la totalité de son capital. Donc, bien entendu, voilà, on fait ses propres recherches. Et d'ailleurs, je voulais revenir sur ce que tu disais. Je l'avais lu dans un des posts LinkedIn que tu avais fait. Voilà, ça m'a vraiment interpellé. C'est en fait, il y a une quinzaine de revenus potentiels quand on a des droits musicaux. Tu disais, voilà, il y a les revenus liés des concerts, quand ça passait en radio. Enfin, voilà, j'étais vraiment impressionné par tout ce qu'il y avait, quoi. Alors, comment fonctionne le droit musical, de manière très simple, et je vais essayer de l'expliquer de manière synthétique aussi. En fait, si tu veux, tu as une propriété intellectuelle qui s'appelle le master, qui vient protéger l'enregistrement, ce qu'on appelle le phonogramme. Donc, c'est tout simplement l'enregistrement MP3 d'un morceau. Donc ça, ce master-là, enfin ce qu'on appelle master, il a 5 sources de revenus. Donc lorsque tu possèdes cette propriété intellectuelle-là, tu vas forcément percevoir sur chaque stream, vente physique, synchro et aussi téléchargement. En revanche, si tu as des parts donc de l'autre côté de la propriété intellectuelle musicale, de l'autre côté des droits musicaux qui s'appellent les éditions, ou en anglais le publishing, ça c'est ce qui protège les paroles et la composition. Donc ce n'est pas l'enregistrement, c'est vraiment l'écriture, le songwriting, paroles et composition. Et lorsque tu as ça, là en revanche, il y a 9 sources de revenus, 9 ou 10 d'une région à une autre, qui effectivement est encore plus large. Et là, ce qui est intéressant, pourquoi est-ce qu'il y a autant de sources de revenus? C'est tout simplement parce qu'il y a des organismes qu'on appelle des PRO, donc c'est des organismes de gestion collective qui aujourd'hui font un travail fantastique à l'égard des ayants droit, donc ceux qui possèdent de la propriété intellectuelle musicale, pour aller récolter les revenus et finalement rémunérer le droit d'auteur de manière juste et équitable. Et donc, par exemple, en France, on a la SACEM qui est très connue. Et du coup, il faut imaginer que demain, si tu as des songshare sur Bolero, si c'est du songshare master, tu vas percevoir des revenus issus des masters, donc des 5 sources de revenus que j'ai citées, qui elles sont collectées auprès des distributeurs des labels. Alors que si tu as des songshare publishing, là tu vas percevoir des revenus sur 9 à 10 sources différentes. Et là, effectivement, ça sera collecté par la SACEM en France, mais tu as le PRS au UK, tu as la Saban en Belgique, etc., etc. Ok, écoute, merci pour les précisions. Franchement, c'est hyper intéressant. Ça, ça m'a appris beaucoup de choses. Mais tu vois, j'avais une question aussi. J'imagine c'est encore plus technique. Mais qui s'occupe de calculer, tu vois, tous ces finalement ces revenus qui sont gagnés? Parce que j'imagine que, comme tu disais, déjà il y a une quinzaine de sources de revenus différentes et potentiellement il y a autant de fonctionnements différents en fonction des pays. Tu vois, enfin, comment ça fonctionne? Qui s'occupe de calculer tout ça? Écoute, c'est les organismes que je t'ai cités, mais c'est aussi les distributeurs, donc ceux à qui on confie ce qu'on appelle ces boards, donc ces enregistrements pour qu'ils soient distribués sur toutes les plateformes de streaming et sur Internet de manière générale. Et en physique aussi, parce qu'il y a encore des artistes qui font des vinyles, des CD, etc. Donc c'est eux qui vont mesurer tout ça, et eux, ils ont des accords de transmission de data avec chaque plateforme de streaming. Donc ils sont capables aujourd'hui d'avoir une lecture très précise et fiable de combien de ventes ou d'écoutes ont été faites. Alors tu nous as déjà donné quelques chiffres clés sur Bolero. Je crois que tu disais que vous aviez 12 000 utilisateurs.
aujourd'hui, que vous aviez un objectif, je crois, d'arriver rapidement à 2000 titres à proposer sur la plateforme. Est-ce que c'est juste déjà ce que je viens de dire, et puis est-ce qu'il y a d'autres chiffres Exactement, tu as clés? très bien entendu. Ok. Non, mais écoute, c'est exactement ça. En fait, nous, notre enjeu, c'est tout simplement de faire grossir le marché, hein, donc grossir le nombre de titres qui sont listés, en ayant quand même toujours une approche qualitative, car certaines et certains le remarqueront peut-être, mais Bolero n'est pas open bar, donc si tu veux pouvoir, en tant qu'artiste, si tu veux pouvoir lister tes œuvres, il faut d'abord échanger avec notre équipe musique qui sera à même de juger et d'évaluer si c'est le bon moment pour toi. Donc notre but, voilà, c'est d'avoir un maximum d'actifs qui soient listés, tout en conservant cette qualité, puisque tu vois aujourd'hui, le rendement moyen pondéré de tous les morceaux qui sont listés sur Bolero est à 10,9% par an. Si demain tu te mets à faire de l'open bar, forcément tu vas perdre en qualité, et donc ce rendement moyen pondéré risque, risque de chuter. Donc on adopte vraiment une position où on est au service des créateurs dans la mesure où on leur propose un nouvel outil qui est là pour le long terme, pour eux, mais on est aussi au service des investisseurs, et on essaye tu vois, d'avoir un rôle de garde-fou. On fait attention. C'est notre manière de protéger finalement les investisseurs, que de sélectionner et d'avoir un avis, je dirais, picky sur les morceaux qu'on voit arriver sur Bolero. Donc voilà, après les quelques chiffres, hein, que je peux te donner, ils sont assez simples. Donc comme tu disais, plus de 2000 morceaux d'ici la fin de l'année. Un autre enjeu pour nous, c'est de commencer à se déployer à l'international. Donc on a déjà quelques morceaux qui sont issus de compositeurs ou d'éditeurs qui sont situés en Allemagne, au UK, mais ça reste très européen. Donc l'idée, c'est d'aller au-delà de nos frontières européennes, et c'est également de réussir à déployer un nouvel outil tech très important qui est basé sur une API pour nous permettre d'onboarder de plus en plus de profils B2B, puisque j'imagine que tu l'avais peut-être déjà entendu ou vu, mais on a de plus en plus de professionnels de la finance qui nous contactent pour pouvoir en fait distribuer notre produit à leurs clients, puisqu'in fine, on est les seuls aujourd'hui à avoir ce savoir-faire et cette simplicité d'accès sur les actifs musicaux. Ok, bah écoute, top. En tout cas, je vous souhaite le meilleur pour la suite. Ouais, vous avez levé notamment, je crois, c'était fin février, de 2 millions d'euros. Donc j'imagine que ouais, ça va servir à financer tout ça. Alors ce que je te propose, le temps file très vite, comme à chaque fois. Je te propose qu'on aille sur des questions un peu plus peut-être personnelles pour la fin de l'épisode. Alors bien sûr, ce que tu proposes, c'est pleinement, voilà, on va dire, dans le cadre du Web3, puisque voilà, c'est finalement de la tokenisation d'actifs musicaux. Au-delà de Bolero et du sujet de la tokenisation, est-ce que toi, voilà, en tant qu'acteur Web3 et builder, il y a une autre techno ou une autre tendance qui en ce moment te hype particulièrement, voilà, de manière plus personnelle? Ouais, alors ça, c'est une super question parce que ça va tellement vite. C'est- Tu sais que quand tu builds, c'est compliqué de suivre un petit peu tout ce qui se passe. Écoute, moi, il y a un projet que je suis de près et que j'aime beaucoup, c'est Angle, qui sont des Français, une boîte montée par Pablo Vera, et qui propose toute une infra de yield basée sur leur propre stablecoin. Donc, ils ont un stablecoin euro qui s'appelle l'EURA, et un stablecoin dollar qui s'appelle USDA. Et aujourd'hui, je trouve que le dernier produit qu'ils ont sorti là il y a un mois, qui permet d'aller chercher du yield sur du stablecoin USD, en sachant que c'est du yield qui est backé par des assets de la vie réelle, c'est complètement dingue. C'est complètement dingue. Donc, j'encourage celles et ceux qui nous écoutent à aller jeter un œil du côté de Angle. C'est, je dirais, vraiment le dernier produit qui m'a marqué, notamment parce que j'avoue que je suis parfois un peu picky. Il y a plein de nouveaux concepts qui sortent toutes les semaines dans le Web3, mais il y a une différence entre avoir une idée et la poser sur papier et construire un premier prototype. Donc, big up à la team Angle, c'est vraiment super ce qu'ils font. Yes, bah écoute, merci du partage. Effectivement, hein, j'entends beaucoup parler de ce projet-là à chaque fois que je pose la question, donc bah, il faudra que je l'invite à l'occasion dans le podcast, puisqu'il est pas encore passé. J'ai une dernière question qui est pas simple. À chaque fois, voilà, je sais elle est un peu complexe, mais voilà, si toi, tu avais voilà, une feuille blanche et puis un crayon, et que tu pouvais dessiner ton Web3 idéal dans 10 ans, alors ça peut être lié à la musique ou pas d'ailleurs, hein, tu aimerais qu'il ressemble à quoi, ce Web3 dans 10 ans? C'est un peu dur d'avoir une représentation visuelle. Néanmoins, je pense qu'il y a deux points que je trouve magnifiques, et j'aimerais beaucoup que ça se réalise. Le premier, c'est que en fait, on arrête de parler de Web3 et qu'il n'y ait plus de Web3, que la technologie soit là, mais du moins que ce soit plus un concept
dont on parle comme étant un concept. Voilà, moi j'aimerais que dans 10 ans, on en parle comme étant un outil établi, un standard, mais qu'on bassine pas forcément le particulier avec ça, que ce soit plus un sujet d'expert, de professionnel. Et deuxième sujet, parce que je pense que dans tous les cas, en fait, peu importe tous les projets cool qui se lancent, il y aura toujours une friction éternelle, c'est celle du wallet, où en fait, même si ça apporte énormément de sécurité et d'indépendance à un utilisateur, tout le monde n'a pas envie ou ne va pas faire l'effort de comprendre comment ça fonctionne. Et donc dans 10 ans, moi ce que j'aimerais, c'est que les wallets soient embarqués dans du hardware, et qu'en fait, demain, quand tu achètes le nouveau Samsung, ou tu achètes le nouvel iPhone, ou peu importe la marque, en fait, dans l'OS du téléphone, tu as un wallet intégré, dont tu peux récupérer la secret key si tu as envie, ou tu peux déporter un wallet depuis un téléphone à un autre. Comme ça permettrait en fait à des milliards de personnes à travers le monde d'utiliser Web3 concrètement et de profiter de ses attributs sans en avoir conscience. Voilà. Et ça, je pense que c'est ce qui peut être game changer, et c'est ce qui peut faire que le Web3 devient une technologie standard et établie dans 10 ans. Ok, bah écoute, merci du partage. Effectivement, hein, c'est un point qui revient souvent. C'est finalement, moi, j'aimerais que le Web3, on n'en parle plus vraiment en tant que Web3, parce que ça voudra dire qu'il a été pleinement intégré et que potentiellement, voilà, l'adoption de masse est enfin arrivée. Donc, yes, bah écoute, merci pour ton partage et puis merci tout court, voilà, pour ta participation à Behind the Chain. C'était hyper cool de faire cet Merci à épisode toi, avec toi. Romain. J'ai appris beaucoup de choses sur l'industrie musicale. On aurait pu en parler. Oui, c'était peut-être un petit peu dense. C'était peut-être un petit peu dense, mais franchement, c'est une manière très simple de comprendre le sujet et aussi de comprendre cette industrie qui est fantastique parce que déjà, elle est remplie de talent, elle est remplie d'énergie, elle évolue à une vitesse grand V, que ça c'est assez agréable d'évoluer là-dedans. Et je pense que surtout, la musique, ça parle à tout le monde. Donc finalement, je pense que tout le monde sortira de ce podcast avec des idées plus claires sur comment ça fonctionne et aura peut-être envie de diguer davantage. Bah, écoute, en tout cas, j'espère que ce sera le cas et enfin, j'en doute pas. Voilà, merci encore. Et puis, écoute, je te laisse un petit mot de conclusion si tu veux dire voilà, quelque chose aux auditeurs avant qu'on coupe l'enregistrement. Écoute, déjà, donc, merci Romain encore une fois de nous avoir accueillis. Et puis à vous, auditrices et auditeurs, si jamais vous tombez sur ce podcast, ravi de vous accueillir sur Bolero. Et écoutez, j'espère que vous découvrirez cet univers formidable et l'investissement dans la musique. Vous allez voir, c'est encore plus sympa que l'immobilier. Yes, carrément. Bah écoute, on mettra de toute façon dans le descriptif du podcast le lien vers ton profil LinkedIn à minima et puis aussi le lien vers Bolero. Et puis bon voilà, ceux qui souhaitent vous contacter auront tout ce qu'il faut. Merci encore William. Je te souhaite une excellente journée et je te souhaite le meilleur pour Bolero. À bientôt, salut. Merci Romain, à bientôt. Merci d'avoir écouté cet épisode jusqu'au bout. Pour m'aider à propulser ce podcast, je vous invite à me laisser la meilleure note possible ainsi qu'un commentaire sympa. À très vite pour découvrir un nouveau talent du Web3.